Bonjour à tout le monde, je suis très heureux d'être ici. Et je remercie l'équipe du lycée de m'avoir invité, de m'avoir proposé cette intervention. Moi, j'interviens quasiment jamais dans les lycées. Voilà, j'ai donné un peu de cours à la fac, à Rennes en Bretagne notamment. Mais du coup, c'est un peu une première pour moi de parler à un public de terminale. Du coup, je suis content d'être là et j'espère que ça va vous plaire aussi. Et voilà, on va partir ensemble pour une petite présentation, conférence de 1 heure, 1 heure et quart. Et j'espère que vous allez accrocher. Voilà. Et donc, ma conférence elle s'intitule « Explorer les subjectivités de la nature ». Donc j'ai repris le thème de « Explorer la nature » et j'ai rajouté cette expression des subjectivités. Peut-être pour vous c'est complètement abstrait, subjectivité, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais tout l'enjeu de la conférence, ça va être de préciser cette notion de subjectivité. Alors, juste pour rester un peu sur cette première image, alors en fait c'est une série de peintures qui va nous accompagner, de Kyle Sherman, qui est un peintre canadien, et qui peint notamment les forêts sauvages de Colombie-Britannique, qui est un des rares endroits sur Terre qui est encore relativement sauvage, assez peu transformé par les humains. Et tous ces tableaux mélangent un sens un peu de la beauté, toutes ces couleurs, c'est assez vif, et en même temps, c'est peut-être pas très clair encore sur cela, mais un sens un peu de la destruction écologique, de l'effondrement des environnements, et les deux dans les mêmes images. Et en haut de cette diapo, j'ai mis « l'humain perçoit ». Donc en fait, on voit un personnage en bas avec une lampe frontale et son rayon lumineux qui éclaire devant lui. On a l'impression qu'il rentre dans une espèce de cavité, de grotte. Mais on voit aussi derrière, peut-être qu'on ne le voit pas au premier plan, la première fois qu'on voit l'image, mais on voit probablement des cerfs qui sont dans son dos, derrière son dos. Et qu'est-ce que ça dit finalement ? Ça veut dire que l'humain perçoit, et là c'est symbolisé par la lampe frontale, le faisceau lumineux qui est devant, mais en fait il est aussi perçu, sans même qu'il le sache. C'est dans son dos que ça se passe. Mais il y a d'autres points de vue que le point de vue de l'humain sur cette image. Il y a le point de vue des animaux, point de vue subjectif des animaux. Je vais revenir sur ce mot plus tard. Alors, il y a des animaux, mais il y a autre chose sur cette diapositive. Il y a des arbres, il y a de l'eau, il y a des pierres, peut-être des champignons, des insectes, tout un tas d'éléments. On pourrait encore zoomer, on pourrait entrer encore plus dans le détail. Mais du coup, jusqu'où on est prêt à aller sur cette question de la subjectivité ? Avant mon exposé, avant d'entrer dans l'exposé, j'aimerais que vous vous posiez la question personnellement. Est-ce que moi, personnellement, je me limite à l'humain, qui est au premier plan, ou est-ce que je vais au-delà ? Et demandez-vous jusqu'où vous êtes prêt à aller. L'humain, ok, vous en êtes un, vous faites une expérience du monde. En ce moment même, vous avez une expérience du monde, vous entendez ma voix, vous avez la texture peut-être du papier sous votre main, vous êtes assis sur une chaise, etc. C'est des sensations que vous avez. Est-ce que les cerfs qui sont derrière ont des sensations similaires ? Mais est-ce que les arbres, les plantes qui sont autour ont aussi des sensations, différentes peut-être ? Est-ce que les pierres ont des sensations ou pas ? Là, on rentre un peu dans les questions bizarres. Est-ce que l'eau, pareil, a des sensations ou pas ? Voilà, question bizarre. On va se demander aussi pourquoi ça nous fait bizarre de nous poser ces questions-là. Et dans le cas où on n'est pas seul à être doué de perception, quelle conclusion on peut en tirer pour notre rapport à la nature ? Ça, c'est une question centrale aujourd'hui des pensées de l'écologie. Et le message que j'aimerais faire passer, j'y reviendrai à la fin, c'est en fait l'écologie, alors aujourd'hui, elle n'a pas forcément bonne presse. L'écologie, c'est souvent perçu comme une somme de normes, de contraintes. On veut nous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, manger, local, bio, etc. C'est beaucoup de contraintes personnelles, individuelles, et c'est à nous de prendre en charge finalement, personnellement, un problème qui nous dépasse complètement, qui est à l'échelle de la planète. Et moi, la question écologique, c'est mon métier, je fais de la philosophie de l'écologie, je vais vous présenter ce que c'est juste après. Moi, mon métier, en fait, c'est de montrer que l'écologie, c'est pas vraiment ça, en fait. Ça a plus à voir avec comprendre le monde et la diversité du monde dans lequel on est, et c'est avant tout l'expression d'une curiosité envers le monde naturel et envers les êtres vivants dont on fait intrinsèquement, intégralement partie.
Alors moi, je vais juste présenter très rapidement mon parcours, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, je suis doctorant en philosophie de l'écologie, donc j'ai écrit une thèse que j'ai terminée l'année dernière. Une thèse qui est sur la place des êtres, alors c'est un mot un peu bizarre, non humains, qui ne sont pas humains. Donc ça va recouper tout ce qui est les animaux, les plantes, les bactéries, les écosystèmes, etc., mais aussi les objets techniques. Et donc c'est une thèse sur la place des êtres non humains dans l'espace politique, dans la cité, si vous voulez, et dans les luttes environnementales. Par lutte environnementale, j'entends tous les combats menés par des individus et des groupes contre la destruction de certaines parties de l'environnement, de certains écosystèmes, de certains animaux. Par exemple, quand on construit une route, une déviation routière, c'est pas juste du goudron qu'on met comme ça au milieu de nulle part, non, c'est des écosystèmes qui sont impactés, c'est des fonctionnements qui sont abîmés, c'est des espèces soit qu'on déplace, qu'on chasse, soit qu'on détruit. Et donc moi je me suis intéressé à la manière dont les luttes environnementales contemporaines, elles vont intégrer tous ces êtres qui ne sont pas humains comme des éléments d'un collectif beaucoup plus large, d'une communauté de lutte beaucoup plus large. Et juste un petit exemple pour illustrer ce que je veux dire, je me suis intéressé notamment à des luttes menées par des paysans et paysannes en Argentine, donc loin de chez nous, en Amérique du Sud. C'est des paysans qui luttent contre l'agriculture intensive, et notamment l'agriculture intensive de soja, les monocultures de soja. Et donc en fait, c'est des forêts qu'on rase pour faire des grandes monocultures de soja. Vous avez peut-être vu des images comme ça. Et en fait, ces cultures-là, elles ne tiennent que parce qu'on balance dessus énormément d'herbicides, des pesticides, notamment le glyphosate. Donc ça rend malades les humains qui habitent autour, les agriculteurs aussi, souvent, et puis ça tue beaucoup de vivants. Mais dans ces espaces-là, il y a aussi des êtres, des animaux, des plantes qui résistent. Et notamment, on a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a des plantes qui sont devenues multi-résistantes aux herbicides. Et donc là, on a une plante sauvage qui s'appelle l'amarante, qui est une plante comestible d'ailleurs, qui en fait prolifère dans les champs de soja. Et en fait, elle résiste à la monoculture de soja à sa manière. Et il y a des groupes, des paysans, des paysannes, des gens en lutte, qui vont reprendre les graines d'amarante résistantes aux herbicides, qui vont faire des petites boules de terre avec des graines dedans, on appelle ça des bombes à graines, et qui vont aller se balader dans les champs de soja OGM, parce qu'ils sont contre ces champs de soja, et ils vont balancer ces petites boules de terre avec des graines pour amplifier la résistance de ces plantes qui résistent. Et donc là, on a une sorte d'alliance entre des humains et des plantes qui déplacent complètement la manière dont on conçoit la politique pour nous, parce que c'est essentiellement centré sur des humains. Il n'y a que les humains qui ont un langage, une conscience, il n'y a que eux qui peuvent finalement résister à ce qu'on leur impose. Là, des exemples comme ça montrent qu'il peut y avoir des alliances, donc des coalitions, des coopérations entre différentes espèces qui sont placées dans une même situation de lutte ou de domination. Après ma thèse, je suis dans un projet en cours qui s'appelle « Retour vers la forêt future ». Vous avez peut-être vu le film Retour vers le futur. C'est un clin d'œil à ça. Et en fait, simplement, c'est pour dire que la philosophie a la réputation d'être abstraite, mais en fait, elle peut parler vraiment du monde dans lequel on est, de toutes les tensions qu'il y a dans le monde et de comment on peut agir, intervenir dans le monde. L'abstraction de la philosophie, ça permet d'avoir les idées claires, d'avoir des arguments, de bien construire sa pensée, mais ça peut aussi être lié à des enquêtes de terrain. Par exemple, c'est-à-dire une enquête de terrain, c'est passer du temps dehors, fréquenter, rencontrer des gens, faire des entretiens avec des gens, et puis construire à partir de là une vision philosophique. Moi, je travaille sur la question des forêts en Haute-Loire, et en fait, j'anime pas mal de sorties en forêt où on va avec les gens et on fait des inventaires en forêt, on regarde la biodiversité, on essaye de chercher des traces d'animaux, des trous dans les arbres qui signalent la présence des pics, les pics noirs. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que la philosophie, ça peut mêler la recherche et l'action. Et ça peut aussi collaborer avec d'autres disciplines. Donc là, on collabore avec des scientifiques, des écologues, donc des spécialistes des écosystèmes, et puis aussi avec des artistes qui nous accompagnent, notamment avec un site internet. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, le site Retour vers la forêt future. Alors rapidement, voilà. Qu'est-ce que la philosophie de l'environnement ? Bon, c'est pas toujours évident pour les gens de comprendre ce que c'est. D'ailleurs, moi,
J'étais formé en philosophie, j'ai jamais eu de cours sur la philosophie de l'environnement. Donc ça dit quelque chose aussi de la manière dont on conçoit la philosophie et dont la philosophie s'est conçue elle-même. La philosophie, c'est une histoire très longue, vous avez des cours de philo, vos professeurs ont dû vous en parler. Mais la philosophie s'est beaucoup construite avec l'idée que l'humain était un être extérieur à la nature, pas toujours, mais souvent, ou un être supérieur à la nature. La philosophie de l'environnement, c'est un peu prendre à revers cette idée et finalement, dire que l'humain fait intégralement partie de la nature et qu'en fait, il faut questionner cette appartenance à la nature. Elle ne va pas de soi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la place des humains dans la nature ? Où est-ce qu'ils se situent, etc. Et donc, la philosophie de l'environnement, c'est un ensemble de questionnements sur le réchauffement climatique, les causes du réchauffement climatique, qu'est-ce qui a causé le réchauffement climatique, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est les humains, etc. C'est aussi questionner les relations entre la technique, les objets techniques qu'on utilise tous les jours, et puis la nature, en fait, générale, sans lesquels peut-être ces objets techniques n'existeraient pas. C'est un questionnement sur le monde sauvage, qu'est-ce que c'est le sauvage, par différence avec le monde domestique. C'est quoi la différence entre une vache et un jaguar, en termes de manière d'être ? C'est aussi la prise en compte des générations futures. Comment est-ce qu'on intègre des générations qui n'existent pas encore ? Est-ce que ces générations-là ont des droits ? En fait, on est en train de saccager le monde dans lequel on est. Est-ce que les gens qui ne sont pas encore nés, ou même les animaux qui ne sont pas encore venus au monde, est-ce qu'ils ont des droits alors qu'ils n'existent pas ? Ça pose toute une série de questions. Donc la philosophie de l'environnement, c'est cette branche de la philosophie qui a pour objet d'étude l'environnement naturel et la place de l'être humain dans celui-ci, pour dire très simplement. Et donc il y a des sous-disciplines, je vais juste en présenter deux comme ça. On a l'éthique environnementale, donc l'éthique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ça va être tout le questionnement sur nos valeurs et la valeur des êtres qui nous entourent. Et l'éthique environnementale, c'est la question de comment on valorise notre environnement. Donc par exemple, je pense en tant qu'individu, j'ai une valeur en moi-même. Je ne veux pas être traité comme un moyen par les autres juste parce qu'ils ont envie de m'utiliser. Bon, ça, c'est la morale de base entre humains, on va dire, quoi. Une version inspirée de Kant, une version kantienne. Donc, il y a l'idée de valeur intrinsèque. J'ai une valeur intrinsèque, vous avez une valeur intrinsèque, on se traite comme des personnes. Mais est-ce que cette idée de valeur intrinsèque, on peut l'étendre au-delà des humains ? Est-ce qu'un animal a une valeur intrinsèque ? Est-ce qu'il a une valeur en lui-même ? Est-ce qu'il se valorise lui-même ? Est-ce qu'il valorise sa vie ? Est-ce que sa vie a une importance de son point de vue ? Et si oui, qu'est-ce que ça change dans mon comportement ? Ou alors, est-ce qu'un animal n'a seulement une valeur instrumentale ? C'est le terme opposé. Donc on a d'un côté la valeur intrinsèque, la valeur en soi d'un être, et de l'autre côté, on a la valeur instrumentale. Instrumental, c'est l'idée de moyen. Et donc, par exemple, mon chien, mon chat, est-ce que c'est simplement un moyen pour me faire plaisir ? Est-ce que c'est simplement une petite bête que j'aime bien avoir sur mes genoux parce que ça me réconforte quand je suis devant mon canapé, voilà. Ou est-ce que c'est finalement une vie en tant que telle, une vie en soi, un sujet ? Donc ça, c'est les questions de l'éthique environnementale. C'est pas seulement sur les individus, les animaux, ça peut être aussi sur les plantes. Est-ce que les plantes ont une valeur ? Et quelle valeur elles ont ? On mange les plantes. Sans les plantes, on ne serait pas en vie. Ça, tout le monde le sait. Bon. Est-ce que je mange ? Est-ce que ça a une valeur au-delà d'un pur moyen pour satisfaire mes besoins, ma faim, etc. Et est-ce que les écosystèmes, plus largement, donc les animaux, les plantes, est-ce que les écosystèmes, par exemple une rivière, une forêt, ça a une valeur au-delà, par exemple, une forêt, de pouvoir me chauffer ? Je vais sortir du bois de ma forêt, ok ? Mais la forêt, en fait, elle existe sans moi aussi, d'une certaine manière. Les forêts, elles existent, mais bien avant les humains, en fait. Par exemple, la forêt amazonienne, elle a quelque chose comme 55 millions d'années. Et les humains, ils sont arrivés, je ne sais pas, il y a 15 000 ans là-bas. Donc, c'est une forêt, un système qui s'est auto-engendré, qui est né de lui-même. Et est-ce que ça n'a pas de la valeur, ça, finalement ? Certes, on peut les raser, mettre des plants de soja, comme j'ai dit dans l'exemple tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est pas important aussi de reconnaître le fait qu'on en dépend pour notre oxygène, pour notre eau ? Est-ce que finalement, les forêts, ce n'est pas des climatiseurs géants ? Voilà, moi j'habite à côté d'une forêt qui fait 1000 hectares. Si on la supprime, peut-être que l'été, il y a 2 degrés de plus. S'il n'y a pas cette forêt pour réguler la température, les pluies, etc.
Mais là, finalement, je traite encore la forêt comme un moyen, c'est-à-dire, elle me rend un service, quoi. Elle existe parce qu'elle permet de... J'ai moins chaud l'été, je peux avoir de l'eau potable, etc., parce que la forêt, elle filtre notre eau. C'est un moyen. C'est un moyen très utile, parce que ça maintient ma survie. Et finalement, est-ce que ça ne dit pas que, aussi, la forêt, on n'existe pas sans elle. Donc, si ça n'existe pas sans nous, finalement, ça a une valeur peut-être plus au-delà d'un simple moyen. Et deuxième petite présentation, l'écoféminisme. C'est un mot fabriqué entre écologie et féminisme. Et donc, c'est l'idée que c'est un champ d'étude, une sous-discipline de la philosophie de l'environnement, qui va faire le lien entre la domination des femmes et la domination de la nature et des animaux, etc. Et qui va dire finalement, à partir d'un certain moment dans l'histoire, qu'il faudrait dater précisément, ça ne va pas être l'enjeu du débat, mais les femmes ont été rabaissées au rang de la nature. On a dit, les femmes sont du côté des émotions, du sensible, du côté des animaux. En fait, elles sont plus proches de la nature que les vrais hommes qui, eux, sont en dehors de la nature, qui incarnent la raison, la volonté, la sphère publique, alors que les femmes sont du côté de l'intime, de la maison, etc. Tout ça, c'est des constructions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux pour défaire ces constructions, qui sont souvent un peu oppressives pour les uns et les autres, tant pour les femmes que pour les hommes. Et là, l'écoféminisme, c'est l'idée qu'en fait, on peut aller plus loin et faire un lien entre le traitement qu'on inflige à la nature et que les hommes masculins ont infligé à la nature et le traitement que les hommes ont infligé aux femmes. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a plein d'autrices, donc c'est le féminin de hauteur, il y a plein d'autrices qui travaillent sur ces questions de lien entre écologie, domination de la nature et domination des femmes. Et donc simplement pour terminer, donc, la philosophie de l'environnement, c'est un ensemble de questionnements moraux, politiques, métaphysiques, donc je les ai évoqués, sur la valeur de la nature, intrinsèque ou instrumentale, sur les notions clés de l'écologie. Par exemple, c'est quoi un écosystème ? On utilise souvent ce mot, mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que c'est juste des interactions comme dans une machine, ou est-ce que c'est plus que ça ? C'est quoi une espèce ? C'est quoi le vivant ? C'est quoi la vie ? Voilà. Tout ça, c'est des questions qui vont intéresser les philosophies et les philosophes de l'environnement. Et c'est un questionnement plus général sur, le mot-clé, les interdépendances de l'humain avec le reste des êtres vivants. Alors il y a un débat central, que j'ai déjà un petit peu abordé, en philosophie de l'environnement, qui est celui de l'anthropocentrisme ou l'écocentrisme. Je ne sais pas si vous êtes familier déjà avec la notion d'anthropocentrisme. Est-ce que vous avez déjà... levez la main pour ceux qui ont déjà entendu ce terme, anthropocentrisme. Une personne. C'est pas bon signe. Anthropocentrisme, donc le mot, il est pas compliqué. Anthropo, c'est l'humain. Centrisme, ça veut dire, vous voyez le mot centre. Et donc, c'est une vision du monde centrée sur l'humain. L'écocentrisme, ça va être en quelque sorte l'opposé. Éco, ça vient du terme grec oikos, qui veut dire maison, et c'est le terme à la base du mot écologie. Écocentrisme, ça veut dire mettre au centre l'écosystème. Donc soit on a l'être humain, pour simplifier, au-dessus du monde vivant, au-dessus de la nature, ça va être l'anthropocentrisme. Je ne sais pas si vous vous considérez comme ça. Est-ce que vous pensez au-dessus de la nature ou pas ? Voilà, on peut se poser personnellement la question. Ou est-ce que l'être humain est un vivant parmi les vivants ? Ça ne veut pas dire qu'il est identique aux autres vivants. Tous les vivants sont singuliers. Tous les vivants sont différents. Une souris ne va pas être la même chose qu'une chauve-souris, qu'une vache, etc., ou une plante. L'humain est un animal spécifique, un vivant parmi les vivants. Et quand on réfléchit comme ça, on est plutôt du côté de l'écocentrisme. Et donc un tout petit schéma pour résumer. À gauche, vous avez le schéma en triangle de l'anthropocentrisme, et vous voyez bien que l'humain est tout en haut. Et si vous regardez en dessous, il y a des baleines, etc., jusqu'aux champignons, peut-être aux bactéries, aux pieuvres et tout. Juste en dessous, l'humain, finalement, on comprend qu'il y a les femmes, finalement, que l'humain qui est tout en haut est plutôt l'humain masculin qui se met lui-même au-dessus de cette pyramide. Et donc là, on a une vision hiérarchique. Le mot, c'est souvent une vision transcendante. Vous avez peut-être entendu ce mot dans vos cours de philosophie. Transcendante, ça veut dire extérieur au monde naturel. Et de l'autre côté, on a une vision plus circulaire. Vous voyez, les humains, hommes, femmes, sont au milieu de la nature, un peu. Oups. Bon.
Voilà, j'ai perdu ma diapo, pardon. Un peu comme quand on est dans une forêt, on peut se percevoir comme l'humain extérieur au monde. Cet arbre, je vais le prendre pour me chauffer, voilà, plutôt dans une version instrumentale. Ça ne veut pas dire qu'on se juge supérieur, mais ça peut tendre vers ça. Ou soit on est au milieu des choses, on est attentif au monde et on sait qu'on fait partie de ce monde. On est relié à ce monde par nos sens notamment, notre sensibilité. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que restituer les humains dans ce réseau d'interdépendance, dans ce réseau circulaire du vivant, est-ce que c'est nécessairement dévaloriser l'humain? Est-ce que c'est nécessairement le rabaisser? Ou est-ce que c'est simplement le resituer dans un réseau de relations beaucoup plus large, d'interdépendance, sans lequel il ne pourrait pas exister? Alors une grande question en philosophie, j'aimerais même dire que c'est un peu la question inaugurale de la philosophie, c'est quel concept de nature? Quelle est notre conception de la nature? C'est un champ hyper vaste. Le mot nature, il y a des historiens de la notion de nature qui comptent plus de 120 définitions du mot de nature, donc vous allez vous y perdre là-dedans. Simplement, pour simplifier énormément, on pourrait dire que à partir de ce qu'on appelle la révolution scientifique, donc entre les 16e et 18e siècles, on a une certaine vision de la nature qui commence à s'imposer, qui est celle des sociétés modernes, donc les nôtres, en Europe. Et on va dire que c'est une conception mécaniste de la nature. C'est-à-dire quoi? Mécaniste, c'est simplement se dire la nature, c'est une machine. La nature fonctionne comme une machine, et comme une horloge, on peut la démonter, on peut la désosser, on peut mettre sur une table, par exemple, toutes les parties qui vont constituer une horloge, et la nature fonctionne exactement de la même manière. Vous prenez un système quelconque, dans la nature, un animal, par exemple, en fait, comme on faisait à l'époque, on ouvrait les animaux en deux, on regardait l'intérieur, on se disait, c'est exactement la même manière de fonctionner que les horloges. Là, il y a des roues qui tournent, ça couine, etc. Mais en fait, l'animal ne sent rien. L'animal ne sent rien, c'est juste quand il crie, quand on lui fait l'opération, quand on l'ouvre en deux, en fait, il n'a pas vraiment mal. C'est simplement comme une machine qui serait mal huilée. Et donc, on a cette vision des modernes, qui est la vision mécaniste, la nature comme une machine. Et donc, nature, ici, ça désigne le monde physique, matériel, la partie matérielle de l'univers, la matière, quoi, le truc qui est dur. La nature est comparable à une machine, une horloge bien réglée, et seuls les êtres humains ont une intériorité. Intériorité, ça va être synonyme de conscience, subjectivité, culture, histoire, langage, c'est-à-dire, en fait, les choses, vous-même, vous avez une face extérieure, vous avez une apparence, vous apparaissez aux autres. Moi, j'apparais devant vous, vous me voyez de l'extérieur. Par contre, vous ne savez pas ce que je ressens en ce moment même quand je vous parle. Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis détendu? Est-ce que je suis en train de penser à ma prochaine diapositive? Ça, vous n'avez pas accès, à moins que je vous en parle. Donc il y a une face extérieure des choses. Mais par contre, il y a une face intérieure à laquelle j'ai accès. C'est l'espace de nos émotions, l'espace de nos sentiments, de nos perceptions. On voit des couleurs, j'ai mal aux pieds, etc. Ça, c'est quelque chose d'intérieur, on pourrait dire même privé. Voilà. Et donc, dans cette vision mécaniste, la nature, elle est dénuée de tout ça. Il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a même pas d'intérieur. Il n'y a que les humains qui sont très spéciaux dans la nature parce qu'ils ont une intériorité. Voilà. On aurait une autre conception qui serait assez opposée à celle-ci. Alors là, je schématise à gros traits, on me dira, voilà, tu vas vraiment à la hache. C'est simplement pour simplifier le débat. Il y aurait une autre conception qui serait plus organique, qui serait plus relationnelle et animée. Et c'est souvent une vision qui est celle des sociétés non modernes, c'est-à-dire des sociétés non européennes. On peut penser aux peuples qui vivent en Sibérie, en Amazonie, un peu partout dans le monde. En fait, et même certaines populations modernes, par exemple, on pourrait prendre les paysans chez nous, paysans et paysannes, qui ont aussi des visions pas forcément toujours mécanistes. On parle à ces animaux, on parle à ces brebis, on parle à ces vaches. Je ne sais pas si vous êtes fils ou fille d'agriculteur. Moi, je le suis. Voilà, je sais que mon père parlait à ces animaux. Voilà, je ne sais pas quelle représentation il en avait, mais en tout cas, ça témoigne de l'idée qui se fait qu'il y a une intériorité, il y a une subjectivité. Je m'adresse à quelqu'un, en fait. Et donc ça, c'est une vision plus organique et relationnelle. Je suis en relation avec d'autres êtres.
Et donc, c'est une vision écocentrée parce que les humains sont des vivants parmi les vivants, ils sont interdépendants et ils sont dans un monde fait de processus et de relations. Ce n'est pas un monde fixe, figé, comme une machine. Voilà, une machine, il faut la brancher pour qu'elle tourne, mais dès qu'on la débranche, elle est statique. En fait, la nature, elle, est tout le temps en processus, tout le temps en train de se transformer. Et donc, on a une nature qui est composée d'une multiplicité d'êtres vivants qui sont doués de subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire subjectivité ? Donc, c'est le terme qui est dans le titre de mon exposé, les subjectivités de la nature. En fait, c'est l'idée que tous les êtres ont un point de vue personnel sur le monde. Chaque être a sa manière d'être au centre de son monde. On va revenir sur cette notion d'être au centre de son monde. Donc subjectivité, c'est l'idée de point de vue. Si vous voulez un raccourci très vite, subjectivité égale point de vue. J'ai un point de vue subjectif, par opposition à objectivité. J'aime bien cette phrase de la philosophe belge Isabelle Stengers. On peut appeler nature ce qu'on n'en finit jamais d'explorer. Donc contrairement à l'idée d'une nature machine, dont on pourrait connaître tous les rouages, toutes les règles, toutes les lois, en fait là, on aurait une conception alternative de la nature comme quelque chose que toujours dans lequel on peut mieux s'insérer, qu'on peut mieux explorer, qu'on peut mieux connaître dans le détail, parce qu'en fait, elle est toujours en train de se transformer, et nous avec. Au fur et à mesure que je rencontre, qu'il m'arrive des choses dans la nature, en fait, je découvre des nouveaux éléments de la nature. Il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, des nouvelles expériences. Et en fait, la nature, c'est cet univers qui ne cesse de grandir de toutes ces nouvelles relations, de toutes ces nouvelles perceptions. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette citation qui était directement en lien avec le titre du cycle de conférences qui était proposé. Explorer les subjectivités de la nature. Pardon pour le lapsus. Donc, quelle est cette nature qui est à explorer ? Et surtout, l'être humain, la question, ça va être celle-là, l'être humain est-il le seul être capable d'explorer cette nature ? Et donc, on va chercher à passer de l'idée d'explorer la nature comprise au sens d'un espace physique, objectif, purement mécanique, comme une machine, à l'idée d'explorer la nature comprise comme un écosystème de perspectives subjectives et interdépendantes. Voilà, c'est une phrase compliquée et longue, mais on va prendre le temps pour la déplier. Explorer la nature comprise comme un écosystème, c'est-à-dire un ensemble de relations, pas seulement entre des énergies, de la matière, des choses matérielles, des choses dures, mais un ensemble de relations entre des perspectives, des points de vue subjectifs, des animaux, des plantes, des humains, etc. Et là, ça change complètement notre vision traditionnelle de la nature. Et donc, explorer la nature, ça veut dire quoi ? Ce mot « explorer », en fait, c'est partir à la découverte des mondes perceptifs des animaux et des autres vivants. Et c'est enquêter sur les vivants et se rendre sensible à d'autres mondes perceptifs. Okay ? Et ça, c'est la discipline de l'éthologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Il y a le terme écologie, donc qui est la science des relations entre les êtres vivants et leur milieu. Et l'éthologie, ça va être la science qui se spécialise sur le comportement des animaux. Comment les animaux se comportent dans leur environnement, pour mieux les connaître. Et donc, on a quelques livres qui sont sortis ces dernières années en philosophie de l'environnement, qui sont assez connus, assez célèbres maintenant. Il y a Baptiste Morisot, peut-être vous avez entendu parler de ce philosophe, qui est un collègue à moi. Il a écrit « Manière d'être vivant ». J'aime bien ce titre-là. C'est pas juste, il y a le vivant. En fait, il y a plein de manières d'être vivant dans le monde. Et c'est ça qu'il s'agit de connaître en partant enquêter dans la nature. Il y a un livre fondateur pour tout ce courant de philosophie de l'environnement. Alors le nom est imprononçable. Il s'appelle Jakob von Uexküll. Il est estonien et il a écrit ce livre hyper célèbre qui s'appelle « Milieu animal et milieu humain ». Quand on fait de la philosophie, c'est un livre assez incontournable quand on travaille sur la question de l'animal et de la perception. Je vais revenir après dessus. Et on a aujourd'hui, c'est un livre qui est paru dernièrement en 2020, un livre de Ed Yong, qui est un journaliste scientifique, c'est-à-dire qu'il n'est pas scientifique lui-même, mais il va compiler tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la perception animale. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Un monde immense », c'est-à-dire rempli
d'une diversité de manières de voir le monde. Et ce livre, je vous le conseille vraiment, je vous en lirai un extrait tout à l'heure. Alors, Uexküll, donc c'est un éthologue, un biologiste des animaux si vous voulez. C'est un biologiste, plus précisément un biologiste de la perception, qui travaille sur la perception, c'est-à-dire pas forcément sur les organes, sur les fonctionnements internes, tout le métabolisme, la manière dont les animaux entretiennent leur métabolisme. Il va travailler sur la subjectivité des animaux. Et à partir de lui, on pourrait dire finalement, bon, on a souvent l'idée que la Terre, c'est notre monde. En fait, lui, il va avoir cette idée assez géniale de dire que la Terre est un monde composé de plusieurs mondes, au pluriel. Pourquoi c'est la Terre, 9 millions de mondes? Alors, ce n'est pas une citation de Uexküll, c'est quelqu'un qui a rajouté ça, j'ai repris l'image sur Internet, c'est la Terre, 9 millions de mondes. Pourquoi 9 millions? Parce qu'en fait, on estime à 9 millions, ou c'est peut-être même milliards, je ne sais plus, d'espèces sur Terre. Donc c'est monstrueux. Il faut dire que ce nombre monstrueux d'espèces, en fait, c'est autant de points de vue subjectifs différents. Alors, vous avez peut-être peur des araignées. Moi, celle-là, elle me fait pas trop peur en général. Je la trouve assez marrante et mignonne. C'est une araignée sauteuse. Elle a ses 2 gros yeux au milieu. Et en fait, elle a 4 paires d'yeux. Donc, elle en a 8 en tout. Elle a des yeux qui lui permettent de voir quasiment jusque derrière. Et elle a 2 yeux centraux qui voient vraiment, mais très, 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 très bien. On pense même qu'elle peut voir les étoiles. Donc, pour une microscopique bête comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Elle a aussi des poils. On trouve ça pas beau en général. Là, je trouve ça assez mignon, pareil. En fait, ces poils, c'est des poils tactiles. En fait, quand il y a une proie qui passe dans son environnement, ça va faire des mouvements dans l'air et elle va pouvoir détecter, même si c'est derrière elle, ses proies. Et il faut savoir que les araignées sauteuses, contrairement aux araignées qu'on a dans nos maisons, etc., les araignées noires, là, qui s'appellent les tégénaires, ces araignées sauteuses, elles, en fait, elles ne sont pas passives, elles n'attendent pas sur leur toile, en fait, elles vont sauter sur leur proie. C'est pour ça qu'elles sautent. Mais elles sont absolument inoffensives pour nous, elles sont trop petites. Et donc ces araignées-là, elles ont une vision très forte. Je ne sais pas si vous imaginez, vous, avoir des yeux jusque derrière la tête. Ça veut dire que vous qui êtes au premier rang, vous voyez tout ce qui se passe derrière, quasiment. C'est assez intéressant, par exemple, quand on est en train de faire un devoir, on peut aussi tricher en regardant derrière sans tourner la tête. Voilà. On peut s'imaginer ça. Il y a aussi des araignées qui sont sur des toiles. En fait, les toiles aujourd'hui, une toile d'araignée, on sait que c'est un prolongement du corps sensible de l'araignée. Donc imaginez, vous êtes une araignée, vous êtes sur une toile, vous êtes dans un coin, peut-être même il y en a dans la pièce en ce moment, on ne sait pas. Elle capte des choses, elle capte absolument pas ce que je raconte, mais elle capte des éléments de l'environnement, et notamment des vibrations. Elles ont un monde perceptif orienté sur les vibrations. Pour vous imaginer ce que ça fait d'être une araignée sur une toile, imaginez-vous sur un trampoline, vous êtes au milieu du trampoline, et quelqu'un fait rebondir une balle dessus. Et bien vous sentez quelque chose qui vous arrive à vous. Pourtant vous n'êtes pas le trampoline, vous voyez. Mais en fait, l'araignée, c'est pareil avec sa toile. C'est un prolongement. C'est comme si vous baladiez toujours avec un trampoline autour de vous. Et en fait, vous savez, au-delà de votre corps, qu'est-ce qui rentre dans votre espace. Donc c'est un espace beaucoup plus large que le nôtre, finalement, en termes de toucher, presque. C'est les vibrations qui remontent dans notre corps. Et la chauve-souris, qui est un autre exemple assez frappant, la chauve-souris, elle s'oriente par écholocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle localise ses proies dans l'environnement par l'écho que ses proies leur renvoient. En fait, la chauve-souris, elle émet des ultrasons. Nous, on a une fréquence au niveau de l'audition qui fait qu'on n'entend pas. Les ultrasons, c'est-à-dire c'est au-delà du son audible pour les humains. Et en fait, on voit sur l'image, ça crée des sortes de vagues. Donc imaginez-vous, on peut faire l'expérience d'ailleurs, et je pense que certaines personnes aveugles font ça. Vous vous mettez dans une pièce dans le noir, et pour ne pas vous prendre une poutre, vous allez faire des petits sons. Et en fonction de si c'est dans le vide, vous faites par exemple ping. Si ce ping résonne super loin, vous dites bon, il n'y a sûrement rien devant moi. Si par exemple je fais ping et que j'ai un truc comme ça devant mon visage, une poutre, je sens que ça me revient assez vite. Bon, la chauve-souris, c'est beaucoup plus sophistiqué. Et en fait, elle est capable d'avoir une représentation sonore de son environnement. Et en fait, il faut s'imaginer le truc un peu bizarre, c'est qu'elle voit le son. Il y a des artistes qui essayent, je n'ai pas pu mettre de vidéo, mais il y a des artistes qui essayent de retranscrire ça, voir le monde comme une chauve-souris, qu'est-ce que ça fait? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible? Et donc,
pour nommer cette perception, ces mondes perceptifs des animaux, Uexküll, il a utilisé le terme d'Umwelt, le terme tout en haut, la théorie de l'Umwelt. Ça veut juste dire environnement, monde environnant en allemand, ok ? L'environnement, Umwelt. Mais ce n'est pas l'environnement au sens matériel, objectif, c'est l'environnement subjectif, ok ? Et donc, le concept d'Umwelt, c'est la phrase tout en bas, a été théorisé pour définir la façon dont chaque espèce conçoit et perçoit l'environnement à travers ses sens. Et cette théorie, qui est pionnière, parce qu'elle rompt avec toute une histoire de la conception de l'animal comme une machine, cette théorie avait inspiré de nombreux penseurs et bouleversé notre approche du monde vivant. Et on est encore aujourd'hui, donc ça c'est écrit dans les années 1930, et aujourd'hui on est encore dans les suites de cette révolution de notre rapport à la question de la perception animale. Et le dernier petit insecte que vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà eu sur vous, c'est assez désagréable, ça s'appelle une tique. C'est un truc tout petit. Quand on se balade en forêt, notamment quand on travaille en forêt comme moi, c'est des choses qu'on peut choper et en fait, elle va venir s'accrocher à vous, elle va sucer votre sang, elle va gonfler, elle va devenir blanche, elle va tomber et elle va finir son cycle de reproduction comme ça. Et en fait, une tique, pourquoi cet exemple ? Parce que Uexküll l'a étudié dans son laboratoire et il a conclu que dans l'infinité de ce qu'il y avait à sentir dans l'environnement, la tique, elle ne sentait que 3 choses. Elle ne percevait que 3 éléments. Donc il faut s'imaginer un tout petit monde. Nous, on perçoit énormément de choses. Okay ? Les pieuvres perçoivent énormément de choses, énormément de couleurs. Il y a même des oiseaux qui perçoivent plus de couleurs que nous. La tique, elle perçoit 3 fois rien. Elle perçoit le passage d'un animal, et notamment un humain. Une tique, elle ne fait aucune différence entre un animal, un cerf par exemple, et un humain. De son point de vue, il n'y a pas de différence. Okay ? Vous êtes une surface avec de la peau et de la chaleur, elle va être attirée par la chaleur et elle va aller chercher du sang. Et donc c'est assez marrant déjà que si nous, les humains, on fait des différences entre nous et les animaux, et notamment les insectes, il y a plein d'autres perceptions où il n'y a pas cette différence-là. Cette différence ne compte pas parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une différence entre humain et chevreuil, par exemple, parce qu'en fait, ça va me servir de la même manière à me reproduire. Je vais aller prendre son sang. Juste cette image rapidement, que je trouve assez belle, pour illustrer la diversité du vivant. Et donc, c'est surtout pour explorer la diversité des modes de perception. Chaque animal a une sorte d'appareil perceptif différent. Et là, l'humain, c'est un œil parmi d'autres. Mais en fait, il y a 1000 manières de construire un œil. La nature a sélectionné plein de différents types d'œils et avec des capacités de voir complètement différentes. Et là, on voit bien la différence entre extériorité et intériorité, ou objectivité et subjectivité. L'extériorité, en gros, là, c'est nous qui voyons l'œil. On voit des couleurs, on voit des surfaces, on voit des poils, on voit des taches, etc. Mais ça, c'est l'extérieur, on voit l'extérieur. Par contre, il faut s'imaginer que tous ces yeux nous regardent. Ok ? Et donc là, c'est voir depuis un point de vue intérieur. Et donc c'est ça qu'on cherche à faire ici. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'œil ? Est-ce qu'il y a une personne derrière chacun de ses yeux ? Okay ? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout ? Ou est-ce qu'il y a juste une machine ? Est-ce qu'il n'y a que cet œil où il y a l'œil humain, où il y a une subjectivité derrière ? Ou est-ce que tous ces autres yeux, il y a aussi quelque chose derrière qui fait l'expérience du monde ? Alors c'est une citation d'Ed Yong, le journaliste dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a travaillé dans la suite de Uexküll sur les mondes perceptifs. Il dit « La Terre foisonne d'images et de textures, de sons et de vibrations, d'odeurs et de goûts, de champs électriques et magnétiques. » Tout ça, c'est la dimension physique de l'univers. Et pourtant, chaque animal puise uniquement une toute petite fraction, plus ou moins grande, on va dire, de la richesse de la réalité. Chaque animal vit dans un monde clos, ne percevant depuis sa bulle sensorielle qu'une minuscule portion d'un monde immense. Je vais vous lire quelques pages d'un livre pour vous illustrer ça. Donc, c'est le livre de Ed Yong, Un monde immense. C'est l'introduction. Donc, imaginez un éléphant dans une pièce. Un mammifère imposant, en chair et en os. Une évidence massive. Imaginez une pièce assez vaste pour l'accueillir, comme par exemple le gymnase de cette école. Imaginez également une souris, tout en bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Une souris qui se faufile dans la pièce en trottinant.
Imaginez un rouge-gorge qui saute à ses côtés. Un hibou est perché sur une poutrelle en surplomb. Une chauve-souris est suspendue au plafond, la tête à l'envers. Un serpent à sonnette ondule sur le sol. Une araignée a tissé sa toile dans un coin. Un moustique émet un son suraigu quelque part dans l'air. Un bourdon est posé sur une fleur de tournesol en pot. Et enfin, au milieu de cet hypothétique espace de plus en plus peuplé, ajoutez un humain. Appelons-la Rebecca. Elle a une bonne vue, elle est de nature curieuse et elle a un grand amour pour les animaux, heureusement. Ne vous souciez pas de savoir comment elle a fait pour se retrouver dans une telle situation, peu importe pourquoi tous ces animaux sont présents dans ce gymnase. Effectivement, c'est relativement improbable. Considérez plutôt la façon dont Rebecca, l'humain ici, et toute cette ménagerie imaginaire se perçoivent les uns les autres. L'éléphant dresse sa trompe comme un périscope, en l'air comme ça. Le serpent à sonnette fait jaillir sa langue et le moustique fend l'air, toute antenne en alerte. Tous les trois sentent l'air autour d'eux et ils captent les odeurs environnantes. Mais par contre, l'éléphant, lui, il ne perçoit rien de particulier. Le serpent à sonnette, tout en haut, le serpent à sonnette fait jaillir sa langue et le moustique fend l'air, toute antenne en alerte. Et les trois, en fait, ils sentent l'air autour d'eux. Attends, j'ai déjà lu cette phrase, et capte l'odeur environnante. Désolé. Et donc le serpent, lui, il va être capable de détecter la souris. Par contre, l'éléphant, il va être radicalement incapable de le faire. Le moustique, d'ailleurs, vous savez pourquoi les moustiques sont attirés par nous, il sent l'odeur du dioxyde de carbone, ça l'attire, et c'est l'odeur que relâche Rebecca en respirant, et c'est l'odeur de sa peau. Ce moustique atterrit sur son bras, qui est prêt à prendre son repas. Mais avant qu'il ne pique, Rebecca le chasse en se tapant le bras. Le bruit de la tape dérange à son tour la souris, qui est capable d'entendre ce son, et celle-ci pousse un couinement d'alarme à une fréquence audible pour la chauve-souris, qui est ici, un ultrason, mais c'est un son trop élevé pour être perçu par l'éléphant. L'éléphant, pendant ce temps-là, lui, il émet un profond barrissement tonitruant, trop grave pour être entendu par la souris ou la chauve-souris. Mais par contre, il est perçu par l'abdomen sensible du serpent à sonnette. Rebecca, l'humain dans notre histoire, elle ne perçoit ni les ultrasons des couinements de la souris, ni les infrasons du barrissement de l'éléphant. Mais par contre, elle entend bien le rouge-gorge. Voilà, vous savez, parce qu'on entend le chant des oiseaux, qui chantent à des fréquences adaptées à ses oreilles. Mais par contre, l'audition de Rebecca, et donc la vôtre aussi, elle n'est pas assez fine pour saisir toutes les nuances que l'oiseau inscrit dans ses mélodies. Quand on ralentit le chant des oiseaux, à partir d'enregistrements, on se rend compte qu'il y a plein de nuances notre oreille est incapable d'entendre. Par exemple, une télé, les images, ou en cinéma, elles arrivent à 24 images par seconde. Et ça correspond à la vitesse de perception de l'œil. C'est un peu pareil pour les oreilles, avec les idées de fréquences hautes et basses, les ultrasons, où la vitesse du son, en fait, elle peut être beaucoup plus rapide que ce que notre oreille est capable de détecter. Et donc, la Terre, c'est pas seulement ce gymnase abstrait, c'est ce monde naturel fait de plusieurs mondes. Donc pour résumer, chaque organisme voit une partie différente de la réalité, et notre théorie de l'Umwelt, de Uexküll, elle repose sur la différence entre la notion d'environnement physique, objectif, qui est l'environnement commun à tous les vivants, c'était le gymnase dans lequel on était, et ça c'est relatif à ce qu'on appelle l'objet en philosophie. Okay ? Et la deuxième notion sur laquelle repose la théorie de l'Umwelt, c'est la notion de milieu ou de monde. Chaque animal a un monde sensoriel qui est rempli de significations différentes et de signes, je vais revenir sur ce mot, et ça c'est relatif au sujet, c'est relatif à chaque organisme. Et donc un animal découpe dans l'environnement extérieur son milieu de vie à partir de sa perception. C'est pourquoi, dans cette théorie, un animal est un sujet, c'est-à-dire c'est un agent au sens où, à partir de ce qu'il est capable de détecter dans son environnement, il devient acteur de son monde. Okay ? Alors, quelques limites à la théorie de Uexküll, sur cette théorie des mondes perceptifs. D'une part, je ne sais pas si vous avez entendu le mot qui a été prononcé, il y a souvent le mot bulle qui est apparu. Chaque organisme semble vivre dans une bulle.
Chacun a sa petite bulle perceptive. Vous, ici, vous êtes chacun dans votre bulle perceptive. Moi, je suis dans ma bulle perceptive, etc. Et les animaux, et peut-être les insectes qui sont dans cette pièce, sont aussi dans leur bulle perceptive. Mais ça, finalement, est-ce que c'est pas passer à côté des relations et des interactions entre tous ces vivants ? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de manquer la question de l'écologie, la question des relations entre les vivants et leur environnement, sachant que dans cet environnement, il y a plein d'autres êtres peut-être doués de subjectivité. Et donc la question, c'est comment mettre les Umwelt, ces mondes perceptifs, en relation dans un écosystème. C'est une question qui va nous intéresser pour la suite. Et ensuite, est-ce que ce n'est pas une théorie qui est trop restreinte aux animaux et aux insectes ? Est-ce qu'on pourrait l'élargir aux plantes et peut-être même à d'autres organismes plus simples ? Est-ce que les bactéries ont un Umwelt ? Est-ce que les bactéries ont un monde perceptif ? Est-ce que les champignons ont un monde perceptif ? C'est des questions qui sont assez travaillées aujourd'hui, tant en laboratoire qu'en philosophie. Par exemple, une bactérie, si vous la mettez dans une solution sucrée, elle va chercher à s'orienter vers le plus sucré. Et pour elle, pour le dire très schématiquement, il y a du miam et du burk. Il y a des choses qui sont attirantes pour elle et des choses qui vont la repousser. Okay ? Et chaque bactérie va aimer différentes choses. Et donc, il y a déjà, dans un environnement extrêmement simple comme celui de la bactérie, des polarités, du plus et du moins, du plus ou moins bon, du plus ou moins dangereux. Bon, on peut s'imaginer ça en partant de notre expérience très complexe, la réduire à son expression la plus simple. Et en fait, peut-être il y a encore de la subjectivité. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où on réduit la complexité de notre expérience et on tombe sur purement des mécanismes sans intériorité. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité extrêmement simple. Alors, il y a une notion en philosophie, peut-être que vous l'avez rencontrée, c'est celle de perspectivisme. Donc, c'est reprendre le terme de perspective. Et le perspective, ça va être la capacité, ou avant d'en faire une théorie, c'est d'abord la capacité à prendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Vous êtes assis dans votre chaise, il y a quelqu'un à côté de vous. Imaginez-vous 3 secondes ce que ça fait d'être à côté de vous. Est-ce que la personne se sent bien ? Vous pouvez regarder votre voisin. Est-ce qu'il a un sourire sur son visage ? Donc vous pouvez en déduire des choses sur son état intérieur. Le perspectivisme, c'est l'idée qu'on peut multiplier ces expériences-là, et notamment, ça vous fait réagir, notamment au point de vue moral ou éthique, c'est toujours la question, qu'est-ce que ça fait si je prends le point de vue de l'autre, si je lui fais ça ? Donc là, on est déjà en train d'exercer notre capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, à la place de mes parents, à la place de mon petit frère. Est-ce que je peux faire la même chose ? Me mettre à la place de mon chat ? En fait, quand je lui donne à manger, je me dis « Ah là, il miaule, il doit avoir faim, donc je me mets un peu à sa place. Mais est-ce que je peux aller encore plus loin ?» Ça, c'est une autre question. Et donc, le perspectivisme va nous proposer de faire l'expérience de la réalité depuis un autre point de vue, celui d'une araignée, d'une abeille, d'un chat, d'un ours, d'une baleine. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire l'expérience d'un autre point de vue ou est-ce qu'on est enfermé en fait, dans notre bulle subjective ? Il y a un article célèbre en philosophie. Si vous êtes intéressé par la philosophie, je vous conseille d'aller lire cet article. Un article qui est paru dans les années 70, en 74. Le titre, c'est « Quel effet cela fait d'être une chauve-souris ?» Un titre un peu bizarre. En anglais, c'est « What it is like to be a bat ». Bat, c'est chauve-souris. Quel effet ça fait d'être une chauve-souris ? Et en fait, c'est une expérience de pensée qu'on nous propose. Comme on sait que les chauves-souris s'orientent dans leur monde par écolocation, est-ce que, comme je suis absolument dénué de tout appareil d'écolocation dans mon corps, naturellement, je n'ai pas ça, sauf si j'ai un objet technique, est-ce que je peux faire vraiment l'expérience d'être une chauve-souris ? C'est une question un peu bizarre, et en même temps, elle provoque plein de réflexions. Et ça permet de penser à nouveau frais à la question de ce qu'on appelle traditionnellement la conscience. La conscience, pas forcément au sens de la conscience de soi, c'est-à-dire, je sais que je suis ici, je sais que je suis en train de vous parler, je sais que vous êtes en train de m'écouter, du coup il y a plein d'enjeux, etc. Est-ce que je ne me trompe pas à dire les mauvais mots, etc. La preuve, j'en ai dit un mauvais. C'est je suis conscient de moi. Mais la conscience, est-ce que c'est forcément si complexe que ça ? Et ce n'est pas quelque chose de plus simple, simplement le fait d'avoir des expériences. Ce n'est pas forcément d'avoir de la mémoire, ce n'est pas forcément d'avoir le langage, ce n'est pas forcément d'avoir une culture, c'est simplement le fait d'être présent au monde extérieur d'une manière aussi minimale que ça puisse être. Et donc, en fait, quel effet ça fait d'être une chauve-souris ? On peut connaître scientifiquement comment ça marche, mais est-ce qu'on peut connaître ce que ça fait
de s'orienter avec un sonar, une écholocation. Et ça, c'est l'aspect qualitatif et pas quantitatif, c'est l'aspect qualitatif qui nous échappe. Et peut-être que le monde des chauves-souris nous est fermé à jamais. Il y a des artistes qui essayent de nous le faire sentir, c'est très complexe. Alors, l'exercice du perspectivisme animal est illustré par quelques livres. On a Dans la peau d'une bête de Charles Foster. En fait, c'est un type assez barré qui, chaque chapitre incarne un animal. Ça commence par le blaireau, il y a le renard, il y a les martinets. Et pour le premier chapitre, le gars, il s'est creusé une tanière et il s'est mis à manger des vers de terre. Et pour se rapprocher le plus possible de l'Umwelt du blaireau, il est devenu blaireau lui-même. Et du coup, pour le faire, c'est pas de l'étude de laboratoire, c'est passer plusieurs semaines sous terre. Alors bien sûr, il y a des gens qui lui amenaient à manger, mais c'est goûter les vers de terre. Je ne sais pas si vous seriez prêt à le faire, moi je ne pense pas. C'est sentir l'odeur de la pluie dans la forêt et toutes les odeurs qui se dégagent du sous-sol de la forêt. Tout ça, c'est des choses, si on n'est pas à ras de terre, le nez dans les feuilles, on ne le sentira pas. Donc c'est mettre son corps en jeu, c'est aller au-delà de l'aspect scientifique, quantitatif. Bon, je passe rapidement, il y a un livre, peut-être qui vous intéressera, qui s'appelle « Je suis un chat », qui est de Natsume Soseki, qui est un japonais. Donc c'est un livre écrit du point de vue d'un chat. C'est un peu ennuyeux des fois, mais c'est quand même assez marrant au début. Et puis il y a un jeu vidéo qui reprend ce principe, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est Everything, donc ça veut dire tout, qui est sorti en 2017. Bon, je voulais mettre une petite bande-annonce, mais je ne l'ai pas mise. Mais en gros, c'est un jeu vidéo dans lequel on peut changer d'échelle et prendre le point de vue de n'importe quoi. On peut prendre le point de vue d'un animal, d'une girafe, etc. On peut descendre encore plus, prendre le point de vue d'une bactérie. On peut prendre le point de vue d'une cellule qui se balade dans le sang. On peut prendre le point de vue d'une pierre. Voilà. Mais on peut aller aussi dans l'infiniment plus grand. On peut prendre le point de vue d'une galaxie. On peut prendre le point de vue d'une planète. Et c'est un jeu, c'est pas très excitant, mais c'est un jeu assez philosophique et qui est accompagné par la voix d'un philosophe qui s'appelle Alan Watts. Et je vais vous lire juste une transcription, une traduction de ce qu'il raconte. Il dit « L'une des premières choses que tout le monde devrait comprendre, c'est que chaque créature de l'univers, qui est d'une manière ou d'une autre sensible et en quelque sorte consciente, ça va être bizarre, il dit « Elle se considère comme un être humain. Elle connaît et a conscience d'une hiérarchie d'êtres au-dessus d'elle et d'une hiérarchie d'êtres en dessous d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle connaît absolument tout l'univers, mais elle a du plus grand que lui et du plus grand qu'elle et du plus petit qu'elle. Autrement dit, où que vous soyez dans cet univers, qui que vous soyez et quoi que vous soyez, vous êtes au milieu. C'est ça le truc. Vos sens s'étendent dans une certaine direction, dans toutes les directions, et vous donnent donc l'impression d'être au milieu. C'est la définition d'une personne. Car la définition d'une personne réside dans le point de vue d'où vous regardez. Donc quand je reprends mon terme d'anthropocentrisme de tout à l'heure, finalement, en fait, c'est un peu la vision du monde par défaut, parce que par défaut, on est au centre de notre monde. Je suis là et vous êtes autour de moi. Pareil pour vous. Vous êtes là-bas et il y a tout ce qu'il y a autour de vous. Moi, je suis pas au centre de votre perception. Vous êtes au centre de votre perception. Et il continue. Or, toute chose dans le monde fonctionne ainsi. Chaque chose a sa propre nature. Finalement, si on garde le terme d'anthropocentrisme, tous les êtres sont anthropocentrés. D'une certaine manière. Ils sont, par exemple, mammocentrés s'ils sont des mammifères. Ils sont oiseaux-centrés s'ils sont des oiseaux. Tout à l'heure, il y avait le terme d'humain et de non-humain, et il y aura aussi le terme de goéland et non-goéland, de puma et non-puma. Vous voyez, chaque être est au centre de son monde. Les araignées, les méduses, les oursins, ainsi de suite, ne nous semblent pas très naturels. Nous nous disons, je ne voudrais pas ressembler à ça, c'est pas très beau. Mais quand elles nous voient, elles disent elles-mêmes, quelle chose affreux est cela, cet humain, et que de bêtises elle fait. Lorsque vous êtes venu au monde, la sensation du « je », donc qui accompagne toutes vos expériences, elle s'est progressivement manifestée. Elle reste là un certain temps, elle se développe, puis avec votre mort, ce « je » s'éteint. Mais tout le temps, partout, autour de nous, il y a d'autres « je » qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le mot « je » en tête, ces choses-là, simplement qu'il y a une sensation du « je ». Qu'il s'agisse d'humains, d'animaux ou de quoi que ce soit d'autre, qu'ils se trouvent dans d'autres galaxies, ces « je » apparaissent sans cesse. Bon, ça va peut-être vous paraître un peu perché, mais je trouve que cette description-là, elle est assez fascinante. Alors, il y a la question de chaque être se perçoit comme un humain. L'idée, c'est pas juste de dire que chaque être se raconte comme un humain, se sait comme un humain, mais chaque être a aussi une expérience centrée sur lui et un monde qui s'ouvre à partir de là.
plus ou moins complexes. Alors, encore un terme barbare, la biosémiotique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot ? Avant de le définir, c'est l'idée que le vivant n'est pas une machine, mais un sujet, donc un être doté de points de vue qui interprète des signes. Donc la sémiotique, vous avez peut-être entendu ce mot-là, je ne sais pas, c'est l'étude des signes. Et la biosémiotique, c'est l'étude des signes utilisés par les vivants. Des signes utilisés pour percevoir, s'orienter, communiquer avec les autres espèces. Qu'est-ce que c'est un signe ? Donc étudié par la biosémiotique ou la sémiotique, c'est n'importe quel élément de votre environnement, ça peut être un son, une couleur, une température, qui va se doter d'une signification. C'est-à-dire, j'entends un son, je suis dans la forêt, je ne sais pas où le localiser, mes yeux cherchent partout. Et il y a un peu une incohérence entre ce que j'entends, je sais qu'il y a un danger, mais mes yeux cherchent, je ne sais pas où c'est. Vous avez déjà fait cette expérience-là. Eh bien, ce son que vous entendez là, c'est le signe d'un danger. Okay ? Et tant que vous n'avez pas identifié d'où vient la source, c'était juste un petit merle qui fouillait dans les feuilles, ce n'est pas un prédateur, hop, là, ça change de signification, vous êtes rassuré, il y a un effet de réconfort. Okay ? Et donc, un signe, c'est n'importe quel élément dans l'environnement qui va se doter d'une signification pour un organisme donné. Et ce qui est appétant, c'est-à-dire attirant pour une espèce, par exemple, nous, je sais pas, on va aimer boire, je sais pas moi, une boisson, du coca, n'importe quoi, ça va être attirant pour nous, ça va être attirant aussi pour des mouches, ça va être attirant pour des guêpes, pour d'autres espèces, elles vont en avoir rien à faire. Par exemple, les chats n'ont pas le goût du sucré, okay ? Donc ça les intéresse absolument pas de boire du coca, c'est quand même dangereux pour eux. Et ce qui est désirable pour une espèce peut être repoussant pour une autre. Typiquement, vous avez un cadavre, vous allez dans la montagne, vous avez un cadavre d'une vache, et là vous avez des vautours qui sont en train de kiffer leur moment, en train de bouffer des viscères, en train d'emmener des os, etc. Eux, c'est vraiment le McDo pour eux. Et en fait, c'est ça le perspectivisme, c'est de transposer des images qu'on a pour nous dans d'autres situations, d'autres points de vue. Jamais on mangera un cadavre, on n'est pas fait biologiquement, on mourrait pour manger des cadavres. Par contre, les vautours, eux, sont capables, et ils sont en bout de chaîne alimentaire, ils sont capables de manger tout ça et en fait de recycler tous les aliments. Et donc on parlera de perspectivisme écologique dès lors que ça s'appliquera au-delà des humains, aux autres espèces. Et donc, pour boucler la boucle, un Umwelt, ce monde perceptif, c'est composé par l'ensemble des informations, son, couleur, odeur, etc., ou longueur d'onde, champ magnétique, qu'un vivant détecte et interprète à sa façon comme un signe qui est porteur de sens pour lui dans son environnement. Alors, là l'idée, je bois un petit peu, c'est d'aller vers une écologie des points de vue. Là, on a encore une peinture de Riley Shurman. Qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit un humain. Alors peut-être vous avez eu cette sensation-là en rêve ou simplement avoir eu envie de voler. C'est souvent un truc qui revient dans les mythologies humaines. Et là, on voit une espèce de mise en scène où il y a un humain au bord de la falaise, accompagné de tous ces oiseaux qui vont dans une même direction. Ce qui est assez beau, c'est que voilà, c'est un humain qui est à un endroit où il ne peut pas être normalement. C'est-à-dire, pour un humain, du point de vue de la perspective d'un humain, une falaise, c'est signe de danger, de chute. Là, l'image elle est comme sur pause, mais on sent qu'il va s'envoler. Et en fait, il est doté d'autres capacités de voler qui ne sont pas liées à notre biologie. Et en fait, l'humain, là, peut échapper à la chute. Et du coup, le vol devient le signe de quelque chose d'autre, le signe d'une capacité à être libre dans l'air. Et donc là, on va chercher à passer de la biosémiotique, donc l'étude des mondes perceptifs des animaux, à l'écosémiotique. Donc on reprend le mot éco de écologie, et là on replace ça dans les écosystèmes. Donc ça va être les interactions entre les points de vue. C'est pas chacun sa bulle, c'est comment toutes ces bulles interagissent. Et on peut imaginer la nature, c'est une image un peu bizarre, mais comme une espèce de mousse, plein de petites bulles collées les unes aux autres, des bulles qui réagissent les unes aux autres. Voilà. Et donc l'idée c'est de passer de l'organisme isolé à l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des interactions entre ces bulles. Et donc l'écosémiotique, c'est cette branche de la sémiotique qui étudie les signes qui relient les vivants à leur environnement. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme de biosphère, donc c'est l'ensemble du vivant sur Terre. En fait, la biosphère, de ce point de vue-là, quand on rajoute l'idée
d'Umwelt, l'idée de point de vue subjectif, de point de vue qualitatif, en fait, ça devient, cette biosphère, une sémiosphère, c'est-à-dire une sphère de signes. La Terre est une immense bulle sémiotique qui n'a cessé de croître et de se complexifier, qui est un produit de la coévolution, de l'évolution des espèces depuis le début de la vie, c'est-à-dire environ 3,5-3,8 milliards d'années. Et donc on a une image complètement différente de la Terre. La Terre, ce n'est pas un caillou sur lequel sont posés des êtres vivants. En fait, la Terre, c'est cet ensemble de points de vue qui coexistent depuis le début de la vie et qui s'est complexifié, qui s'est ramifié petit à petit, avec plein d'embranchements. Et la crise écologique dans laquelle on est, qui est une crise inouïe à l'échelle de l'histoire du vivant, en fait, elle nous amène à devoir rompre avec ce qu'on peut appeler des cultures sémiotiques, c'est-à-dire des manières de voir le monde qui sont abstraites, qui favorisent l'autonomie, c'est-à-dire le repli sur soi de l'humain, et dans l'idée qu'il faut s'ouvrir à des cultures sémiotiques multispécifiques, c'est-à-dire multi-espèces. Une culture sémiotique attentive au plus grand nombre possible de manières de voir le monde liées aux autres espèces. Et donc ça, c'est l'éco-sémioticien Timo Maran, qui est un chercheur contemporain qui travaille sur ces questions-là. Vous avez peut-être vu ce schéma en SVT, bon pas celui-là, mais un schéma un peu classique, c'est le schéma des chaînes alimentaires. Donc là, on a un réseau trophique classique, on a un faucon en haut qui va pouvoir chasser, donc vous voyez les flèches, c'est les flèches d'interaction, qui va chasser le geai en haut à droite, qui va chasser la tourterelle, qui va chasser l'écureuil. L'écureuil, lui, va manger ses noisettes, etc. La tourterelle mange des mûres. Il y a un escargot en bas qui pourrait être mangé par le geai, etc., etc. Donc là, on a une chaîne alimentaire, une chaîne de relations, de dépendance. Les uns mangent les autres, et les autres mangent les uns, etc. Et on a une première couche, ce qu'on appelle les producteurs primaires. Ça va être tout ce dont je n'ai pas parlé, tout ce qu'on ne voit pas en général, c'est toute la forêt qu'il y a derrière, le vert. On parle souvent de plant blindness en anglais, c'est-à-dire on est aveugle aux plantes. On voit d'abord, là je suis sûr que vous avez d'abord vu les animaux, mais en fait, ce fameux décor qu'il y a derrière, c'est des plantes. Et ces plantes, elles captent la lumière du soleil, et c'est elles qui apportent l'énergie sur Terre. Et ensuite, il y a une fraction de cette énergie qui va être récupérée par les autres animaux pour faire leur corps, pour qu'ils mènent leur vie, etc. Et c'est ce qui va créer des chaînes alimentaires. Donc on a les producteurs primaires, les plantes. Ensuite, les consommateurs primaires, ça va être tout ce qui est les herbivores. Et ensuite, on va avoir les carnivores, consommateurs secondaires, qui eux vont dépendre de toutes les espèces herbivores. Mais ça, on pourrait dire, c'est une sorte de machine, on le voit de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait l'effort de voir ces flèches qu'il y a entre les êtres, non pas comme des rapports d'énergie, de passage de l'énergie d'un corps à un autre, mais comme des flux de perception. Ces flèches, c'est souvent ce qu'on oublie de dire dans les sciences écologiques, ces flèches, ce sont aussi des flèches de perception. Le faucon cresserelle a un Umwelt, un monde perceptif, il voit, il entend l'écureuil, il s'oriente comme ça, il a une vue ultra perçante. Le geai, pareil, il va être capable de détecter certains mouvements grâce à sa vue. L'escargot, il a un monde encore plus petit, il ne voit pas qu'il va se faire prédater par l'écureuil, je ne sais quoi. Et donc en fait, l'idée de l'écosémiotique, c'est qu'on peut aussi voir toutes ces relations comme des relations de perception des autres et de l'environnement. Et si un animal ne maîtrise pas ces perceptions, je vous garantis qu'il ne sera pas capable de survivre. Et donc en fait, on parle souvent de l'évolution à partir de la théorie de Darwin, la sélection naturelle. Mais en fait, la sélection naturelle, peut-être qu'elle ne sélectionne pas seulement des gènes, des organismes. En fait, elle sélectionne des capacités de percevoir. Et chaque organisme transmet à ses descendants des filtres de perception spécifiques. C'est une notion importante. Les filtres de perception, c'est comme si vous aviez une passoire devant vous, et cette passoire est plus ou moins différente en fonction de l'espèce à laquelle vous appartenez. Et donc, l'idée d'écosémiotique, c'est de penser les écosystèmes comme un ensemble de perspectives interdépendantes. D'une part, la science écologique nous enseigne qu'aucun être vivant n'existe isolément. Vous n'existez pas seul, vous n'êtes jamais seul. Vous avez des millions de bactéries à l'intérieur de vous, vous avez même des millions, encore plus, de virus à l'intérieur de vous. Sans tous ces petits organismes invisibles sur votre peau, à l'intérieur de votre peau, vous ne seriez pas capable de digérer, vous ne seriez pas capable de respirer, etc., etc. Et donc, nous, organismes humains, on est déjà des sortes d'écosystèmes.
Et on sait maintenant qu'il y a plein de maladies psychiques, des troubles du sommeil, des troubles du comportement qui sont liés à des déséquilibres de notre flore intestinale notamment. Et juste un détail dégueulasse, on a inventé des nouvelles cures aujourd'hui, on appelle ça des transplantations fécales, alors bouchez-vous le nez. En fait, on est capable de soigner des gens aujourd'hui en prenant de la matière fécale, des excréments d'un humain porteur sain. On va liquéfier ça, etc., le rendre appropriable. Et en fait, on va récupérer tout le microbiote, toute la flore, pour la transplanter chez un humain. Et en fait, on a des résultats assez intéressants sur les changements, sur les humeurs, sur les maladies psychiques, etc. Et donc là, on rentre dans un domaine où la médecine, ça devient très bizarre, parce que la médecine, ça devient une sorte d'écologie des relations avec les autres espèces. Et notre milieu de vie a tendance à déséquilibrer et détruire ces interactions. Et donc, l'écosystème, dans cette perspective-là, ce n'est pas seulement des relations de matière et d'énergie, c'est des écosystèmes de point de vue, comme je l'ai dit. Et donc, c'est la nature. Alors, je passe rapidement. Dans cette perspective-là, ce n'est pas une machine gigantesque, c'est un réseau de subjectivités en interaction qui sont peut-être conscientes, en un sens variable, à divers degrés, de la bactérie à l'humain. Et à partir de là, l'écologie, ça nous cesse de montrer une biodiversité sans âme. Sans âme, ça veut dire quoi ? On parle souvent de chiffres de biodiversité. D'ailleurs, en fait, ça ne prend pas sur nous. Quand on nous dit oui, il y a tant de pourcents de tortues, des Galapagos qui sont en train de s'éteindre, vous baillez et vous passez à autre chose, quoi. En fait, on s'en fout des chiffres en général, ça ne nous émeut pas. Mais par contre, si on parle d'une écologie faite de points de vue, avec des êtres qui s'entre-aperçoivent, qui s'entre-sentent, et avec l'idée qu'on peut aussi élargir notre monde perceptif pour prendre en compte d'autres points de vue, en fait, la biodiversité, c'est plus ce monde sans âme, avec des espèces qui occupent les écosystèmes. En fait, c'est des vivants, singuliers, qui habitent, non pas qui occupent, qui habitent des milieux de vie. Et donc, l'écologie, à partir de là, elle nous parle des êtres qui vivent ensemble, comme vous et moi, avec des règles plus ou moins complexes. Et c'est Dominique Lestel, qui est un éthologue, qui parle d'un art de la vie partagée et de la coexistence, plus ou moins conflictuel, puisqu'il y a de la prédation, les uns mangent les autres, etc. Un art de la vie partagée, des points de vue et des subjectivités. Donc, j'aime beaucoup cette définition. Voilà. Et j'approche de la fin, et donc c'est un peu les questions de la conséquence, des conséquences sur notre compréhension de la crise écologique. Là, sur cette image, on retrouve notre explorateur avec sa petite lampe, là, qui a un cerf devant lui. Alors on se dit, bon ben voilà, il a compris, il est en forêt, il se balade, il rencontre les vivants et tout. Mais il y a un problème pour moi dans cette image, c'est il y a un face-à-face, et il y en a un qui éblouit un autre. Il y en a un qui est figé comme ça, la tête plutôt haute. Quand les herbivores, en général, relèvent la tête, c'est qu'ils veulent voir loin, parce qu'ils sentent qu'il y a du danger. Et en fait, là, bon, c'est une belle image, ça pourrait être beaucoup plus une représentation de la nature détruite, mais c'est simplement pour vous rendre attentif à quelque chose de beaucoup plus fin. Ça va être l'idée que la crise écologique, c'est pas seulement une crise des objets, une crise de la matière, une crise matérielle. En fait, c'est aussi une crise de la sensibilité et une crise sémiotique, c'est-à-dire une crise de notre rapport aux autres mondes perceptifs des vivants. Et là, on a un humain qui éblouit un animal en pleine lumière. Et du coup, la question, c'est comment voir cette nature-là sans l'éblouir ? Il y a une notion qui a été forgée récemment, qui reprend l'idée de pollution qui est propre à l'écologie, et ça va être l'idée de pollution sémiotique. Donc sémiotique, c'est l'étude des signes. Et donc la pollution dans l'espace des signes. Et donc ça, on pourrait dire que c'est l'autre face, souvent méconnue, de la crise environnementale. Et là, j'ai mis un dessin d'un phare. Et la légende, elle dit l'influence de la lumière du phare d'Eddystone sur la migration des oiseaux. C'est un tableau fait en 1912 déjà. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a des centaines, des millions d'oiseaux qui restent prisonniers de prisons invisibles. Pourquoi c'est une prison invisible ? Parce que nous, on ne se représente pas la lumière comme une prison. Sauf que là, en fait, c'est des oiseaux qui vont rester pris dans ce flux lumineux qui ne fait pas sens pour eux. C'est une prison en ce sens-là. Il y a une anecdote dans le livre de Ed Yong, là, Un monde immense, le livre dont j'ai parlé et que j'ai lu un extrait tout à l'heure. Il dit, pour commémorer les attentats du World Trade Center, vous savez, les 2 tours qui ont été attaquées par les attentats terroristes en 2001, si mes souvenirs sont bons,
pour commémorer l'absence de ces deux tours, un artiste a mis en place 2 énormes flux lumineux qui s'allument un certain nombre de 7 jours par an. Et en fait, les ornithologues, donc les spécialistes des oiseaux, se rendent compte qu'il y a des millions d'oiseaux qui restent coincés dans ces œuvres d'art. Donc à la fois, ça commémore un événement tragique pour les Américains, et en même temps, donc, du côté humain, ça fait sens. Dans notre espace sémiotique, ça a du sens. Mais dans l'espace sémiotique des oiseaux, c'est une prison sensorielle. Et en fait, il faut s'imaginer que la pollution sémiotique, elle est à une échelle inouïe. Ça, c'est une carte vue du ciel par satellite des flux lumineux. Et donc, on voit bien qu'il y a une surprésence de la lumière jusque dans la nuit. En fait, pour 80% de la population mondiale, 83%, les humains vivent sous un ciel nocturne qui est touché par cette pollution lumineuse. Et pour nous, les Européens et les Américains, c'est jusqu'à 99% des gens touchés par cette pollution lumineuse. Je ne sais pas si vous habitez à la campagne, à la ville c'est mort, vous ne verrez jamais les étoiles. Pourtant les étoiles, c'est un des trucs les plus beaux qu'on peut voir la nuit, dont on peut faire l'expérience. En campagne, ça dépend, il y a des villes qui éteignent les lumières et d'autres qui les laissent allumer. Mais on perd ce sentiment d'attachement au cosmos, à mon avis, quand on n'a plus ce sentiment de monde peut-être au-delà. On ne voit plus la Voie lactée, et chaque année, la surface d'espace éclairé augmente. Et donc, cette pollution qui affecte nos sens, Ed Yong, il dit, c'est la pollution de la déconnexion. J'aime bien cette phrase. C'est la pollution de la déconnexion d'avec nos sens et d'avec l'environnement plus qu'humain, autre qu'humain qui nous entoure. Et l'idée de cette écologie sémiotique, c'est de préserver notamment le calme et Jung dit sauver la nuit. Aujourd'hui, en fait, on comprend mieux que jamais les mondes perceptifs des autres vivants. Mieux que jamais ce que ça fait d'être un autre animal. Et pourtant, plus que jamais, on les empêche, ces animaux, d'exister. Une anecdote prise par Ed Yong, par exemple, le sulfure de diméthyle, c'est une molécule qui est émise par le plancton dans les océans. Et en fait, les oiseaux, ils vont s'orienter avec ça. Ça va être un signe pour eux qu'il y a de la nourriture. Et en fait, aujourd'hui, on parle souvent des océans de déchets, des continents de déchets dans la mer. Donc c'est cet ensemble de plastique à la dérive lié aux consommations des mondes occidentaux. En fait, elles émettent le même type de molécule, du sulfure de diméthyle. Et du coup, les oiseaux sont paumés et vont aller se nourrir sur ces bancs de plastique à la dérive. Et donc là, on a bien une perturbation des mondes perceptifs des animaux. Et on parle souvent d'effondrement, peut-être que vous êtes familier avec ce terme, c'est ce qui est devenu assez à la mode. On parle de collapsologie, la science de l'effondrement, collapse en anglais. Mais là, ce n'est pas seulement des écosystèmes matériels qui s'effondrent, c'est des mondes perceptifs qui s'effondrent. Et donc, c'est Timo Maran, le chercheur en écosémiotique, qui propose le concept d'Umwelt Collapse, effondrement de Umwelt, pour réinterpréter la destruction écologique et l'extinction des espèces depuis une théorie de l'Umwelt. Et cet effondrement de Umwelt, ça survient dès que l'ajustement d'un vivant ou d'un groupe de vivants n'est plus possible. Il y a un exemple encore dans le livre d'Ed Yong. Par exemple, les geais, on a vu un exemple tout à l'heure. Le geais, c'est une espèce d'oiseau forestière. En fait, il va se nourrir de glands, de noisettes, etc. Et il va avoir plein de cachettes, jusqu'à 200 cachettes. Vous êtes incapable d'avoir 200 cachettes. On n'a pas du tout le même type de mémoire. Et en fait, le geais, malgré lui, il plante des arbres, même sans le savoir en fait. En disséminant les graines des arbres, il va disséminer les arbres et faire que la forêt continue à se reproduire. Donc c'est une sorte de jardinier, sans le savoir. Mais il y a des études qui montrent aujourd'hui que le bruit généré en forêt par les travaux forestiers, par les voitures qui coupent les forêts, etc., en fait que les geais ne s'entendent plus les uns les autres. Il y a tellement de bruit qu'ils ne peuvent plus se parler, en gros, quoi. Et on sait que les forêts où il y a beaucoup de bruit, elles sont beaucoup moins productives, beaucoup moins fertiles, et il y a beaucoup moins de reproduction des arbres, parce que les geais sont perturbés. Et donc on voit bien que la perturbation des environnements sensoriels, des Umwelt des animaux, elle a un impact assez fort, en fait, sur les écosystèmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces points de vue des vivants qui interagissent, en fait, ça régule les écosystèmes. Ça fait fonctionner les écosystèmes, ça permet aux écosystèmes de s'entretenir. Et si les vivants ne peuvent plus communiquer, si leur Umwelt s'effondre,
c'est les écosystèmes eux-mêmes qui ne peuvent plus se reproduire. Et j'avance vers la fin. Et donc, l'Umwelt, l'effondrement de l'Umwelt, c'est la perte ou l'incapacité de maintenir un monde signifiant pour un animal face à des transformations écologiques trop rapides, trop profondes. Par exemple, l'urbanisation, le bruit, la lumière, etc. Les vivants perdent leurs repères dans un environnement qui est devenu illisible de leur point de vue. Et à chaque fois qu'un animal disparaît, en fait, c'est un monde sensoriel qui s'éteint. Et je passe rapidement là-dessus. Toc. Et donc, l'idée que j'aimerais que vous reteniez, même si vous n'êtes pas obligé de retenir le mot de sémiotique, c'est que la crise écologique, c'est une crise sémiotique. Ce n'est pas seulement une crise de la pollution chimique, matérielle, physique, etc. C'est une crise de la relation de sens des êtres vivants au monde qui les environne. Et juste des toutes petites pistes de réflexion et d'action pour terminer, pour ne pas finir sur une note triste. Je vous invite, alors c'est très très simple, à fréquenter le monde qui vous entoure, la nature le plus possible, si vous avez l'occasion. Il y a plein d'associations environnementales qui proposent des balades, des sorties oiseaux. Soyez curieux, exercez votre curiosité spontanée envers le monde vivant. L'idée, c'est qu'aussi on peut repenser nos espaces de vie, de production, la ville, la campagne, comme des lieux accueillants du point de vue des autres espèces. Et on peut reconcevoir les villes, les campagnes comme des lieux multi-espèces. Par exemple, il y a l'idée de trame noire. Ça, c'est un truc en aménagement du territoire. C'est l'idée que ça repart de l'idée de pollution lumineuse la nuit, qui emprisonne plein d'insectes, qui a plein de conséquences après sur les équilibres écologiques. En fait, la trame noire, c'est faire des trames de lieux, un réseau de lieux où l'éclairage de nuit est éteint. Ça paraît tout simple comme ça, mais en fait, c'est tellement massif comme pollution que ça a des effets extrêmement intéressants sur le mieux-être des espèces. Pareil en termes d'imaginaire, il y a plein de littérature aujourd'hui, de BD, des jeux vidéo, etc., où l'idée c'est de voir le monde avec la perception des animaux qu'on essaie de protéger. Et ça, même les protecteurs de la nature, les gestionnaires d'espaces naturels, etc., l'idée c'est comment j'intègre ces autres points de vue dans mes mesures de protection. Et au final, je reviens à mon message du début, c'est l'idée de ne surtout pas voir, malgré ce que les médias vont vous dire ou les politiciens, que l'écologie, c'est simplement une somme de normes qui nous est imposée pour changer nos comportements, changer de voiture, passer à l'électrique, etc., alors qu'on n'a pas les moyens, enfin tout un tas d'impositions comme ça. Avant tout, avant de se dire que c'est une histoire de jugements moraux, bien faire, mal faire, c'est d'abord un effort de compréhension du monde plus large et plus qu'humain qui est autour de vous et autour de nous, en explorant cette infinie diversité de perspectives qui composent ce monde à toutes les échelles. Et juste les termes clés à retenir, anthropocentrisme, écocentrisme, je ne vais pas redétailler tous les termes, Umwelt, monde perceptif, le perspectivisme, le fait que le monde est composé d'une infinité de perspectives et que je peux essayer de prendre le point de vue des autres, la biosémiotique et l'écosémiotique, l'idée que les vivants sont des sujets qui interprètent leur environnement en fonction de signes. L'idée de crise sémiotique, que la crise écologique, c'est une perturbation majeure de ces capacités des animaux, et peut-être même des plantes, à lire et à interpréter leur environnement. Et le dernier mot, c'est que l'écocide, c'est-à-dire la destruction de l'environnement, est peut-être un sémiocide, c'est-à-dire une destruction des mondes sensoriels des animaux. Voilà, merci pour votre attention. Alors, on va passer à la phase de questions ou de réflexion. Ça peut être divers. Je vous demande de ne pas ranger vos affaires. Ce n'est pas terminé. D'accord ? Voilà. Donc, le but de toutes ces conférences, en fait, c'est de nourrir votre réflexion. Voilà, de voir autrement les choses, de vous interroger, peut-être de vous bousculer un petit peu, là, entre autres. Donc, je ne sais pas, première question. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Déjà, je vous remercie pour avoir été calme et attentif, ça fait plaisir. Moi, j'en ai une. Vas-y, Nathalie. Je me pose la question, quand on est petit, on nous propose des livres, des dessins animés, où les héros, c'est des animaux. Et ils sont tous trop mignons, le mignon petit renard, le mignon petit machin.
Et quand on est petit, voilà, on adore les animaux. Tous les enfants aiment les animaux. Et alors, quand on est petit, c'est vrai que c'est souvent que les animaux. Hein. C'est pas la jolie fleur, c'est pas le bel arbre, encore peut-être. Comment se fait-il de notre point de vue d'humain, je parle à nous, que du coup, on perde ce point de vue des animaux, enfin on l'a plus ou moins perdu tous. Voilà, parce que des fois, quand il fait nuit dans une ville, on se dit « Ah, mais ils éteignent la lumière, c'est pas pratique. » Et on se met pas du point de vue que tu disais. Mais du coup, comment se fait-il que quand on est petit, on s'efforce, les parents, ils lisent ces histoires, et puis je me suis posé la question en t'écoutant, mais à quel moment on passe de l'autre côté, en fait, ou d'un côté très subjectif? C'est une question pas facile à répondre. Après, je pense qu'il y a des études là-dessus maintenant. Mais effectivement, quand on est enfant, alors ça dépend de notre milieu d'éducation, etc., mais le plus souvent, on a une spontanéité à l'égard du vivant. Moi, je me rappelle de mon neveu qui voyait le chat de la famille, qui disait « Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ?» Et cette phrase, elle m'avait marqué, parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la fourrure, quoi. Et les livres d'enfants sont beaucoup construits sur cette idée que le monde autour de nous, les animaux sont animés, ils parlent, ils ont un point de vue. Alors souvent, c'est pour faciliter la compréhension, la représentation dans les histoires. Après, il y a plein d'autres cultures qu'on va souvent qualifier d'animisme. Peut-être que vous avez entendu ce mot-là dans les conférences cette semaine. En anthropologie, l'animisme, c'est l'idée que, ça reprend en fait les termes de perspectivisme, c'est l'idée que ce qu'on appelle nature, ce monde extérieur, physique, passif, mécanique, en fait, du point de vue de ces cultures-là, c'est un monde fait de plein d'âmes. L'ours a une âme, le nuage a une âme, etc. Et ça peut être extrêmement complexe comme représentation de l'univers. Et effectivement, la question, pour nous, j'ai l'impression, devenir adulte, c'est couper avec tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me considère comme quelqu'un de sérieux à partir du moment où j'arrête de me dire que les chats, ils pensent à quelque chose, que les oiseaux, se racontent des histoires. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, la biologie, elle nous montre, la biologie la plus actuelle, et encore ça date du début du XXe siècle, mais la philosophie et tout un tas de sciences ont du mal à raccrocher à cette idée que, en fait, le monde est fait de plusieurs mondes perceptifs. Et en fait, c'est ça le sérieux aujourd'hui. Et en fait, quand on nous dit être un adulte, c'est arrêter de croire qu'il y a tous ces mondes perceptifs autour de nous, tous ces sujets, toutes ces âmes, entre guillemets, quoi. Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot âme, qui est assez chargé. En fait, le sérieux, il est plutôt là aujourd'hui, c'est-à-dire, écologiquement, on sait que il est nécessaire de reconnaître le fait que les animaux, voire plus, ont des points de vue. Voilà. Mais c'est assez vrai ce que tu dis. Et je ne sais pas si vous arrivez, vous, personnellement, à vous rappeler, ça m'étonnerait, du moment où vous vous êtes dit, mais en fait, tout ça c'est des conneries, c'est pour les gosses. C'est intéressant de se reposer la question. Mais autour de nous, les films sont majoritairement centrés sur les histoires des humains. Nos villes sont majoritairement centrées sur les besoins des humains. Vous regarderez la prochaine fois les plantes qu'il y a sur les trottoirs, les oiseaux qui passent dans le ciel. Il y a des nids, il y a plein de choses à voir en ville en fait, mais on leur laisse pas d'espace du tout, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Même des questions toutes simples, il n'y a pas de souci. Oui. Peut-on considérer que les agriculteurs ont une vision organique de la nature alors que leur but premier est d'exploiter la nature dans sa globalité ? Bon, c'est intéressant. Je ne pourrais pas parler au nom des agriculteurs et agricultrices, c'est large, les agriculteurs. Mais puis d'ailleurs, moi, je parlerais même de paysannerie. Les paysans, le terme, c'est... il y a le mot pays, et donc les paysans, c'est ceux qui vivent avec le pays, qui vivent sur le pays, qui produisent leur subsistance à partir du pays qui les entoure. Et effectivement, il y a peut-être plus que dans d'autres métiers, une conception, comme tu dis, organique de la nature, parce que on est au contact au quotidien avec des animaux, d'élevage, des vaches, des poules, des cochons, n'importe quoi. Et après, voilà, il y a clairement une industrialisation de l'agriculture depuis presque un siècle, où on a de plus en plus de machines, et de plus en plus de machines qui s'interposent entre les agriculteurs et leur environnement de travail. Et souvent, il y a une perte de contact avec les animaux. Des fois, les animaux, les vaches, typiquement, avec la robotisation, on a des vaches qui ne voient même pas les paysans et qui sont enfermées dans des trucs où elles passent au robot. Certaines aiment bien ça, d'ailleurs, mais elles passent au robot se faire traire. Mais c'est des environnements extrêmement appauvris du point de vue de la diversité sensorielle. Et plus on perd le contact avec ça, moins on a une vision organique. Et moi, je dirais, plus on a une industrialisation des pratiques agricoles,
plus on a une vision mécaniste, plus on travaille avec des machines, plus on a une vision que le monde est fait de machines. Et aujourd'hui, un agriculteur a de plus en plus d'hectares à gérer. Les surfaces sont de plus en plus grandes. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. Aux États-Unis, il y a plus de prisonniers que d'agriculteurs. Donc, imaginez le monde un peu que ça offre et ça propose. Et du coup, on a un vrai problème à l'endroit de l'agriculture et de la paysannerie. Et du coup, moi, je plaide plutôt pour une paysannerie qui refait de l'accueil sur la ferme pour toutes les autres espèces. Et notamment, il y a une association, vous pouvez aller voir, qui s'appelle Paysans de Nature. Paysans de Nature, c'est un jeu de mots sur naturalistes et paysans. Et en fait, c'est des naturalistes, c'est-à-dire des ornithologues, des spécialistes des oiseaux, des spécialistes des plantes, qui vont se dire, en fait, aujourd'hui, on a extrêmement de mal à créer des réserves naturelles. Ça met 30 ans à se créer. En fait, on ferait mieux de racheter des fermes, devenir paysans et protéger la nature sur nos fermes. Et du coup, en fait, ils font de l'hospitalité active. Donc, en fait, ils mettent des nichoirs, ils creusent des mares, ils mettent plein de bois morts au sol pour qu'il y ait des insectes qui viennent. Et en fait, on crée les fermes comme des lieux hospitaliers pour d'autres espèces. Et du coup, là, oui, on répare la perception organique. Après, moi, je ne suis pas du tout dans le jugement sur les agriculteurs. Voilà, on fait ce qu'on peut. Moi, je suis fils d'agriculteur. Il a arrêté son métier parce que c'était absolument difficile de tenir les cadences et de rendre la ferme rentable. Donc c'est un métier qui est sous tension, on le sait aujourd'hui, voilà, il y a plein de manifs d'agriculteurs. Mais il y a plein de transformations à faire, notamment à l'endroit de l'écologie. Voilà. Allez, merci beaucoup, on applaudit.